Bonjour et bienvenue dans ce quatrième épisode des experts Randstad. Les experts Randstad, vous le savez, c'est une série de webinaires imaginés par votre partenaire carrière. Dans chaque épisode, une thématique est développée et aujourd'hui, nous allons nous pencher ensemble, vous et nous, sur une enquête essentielle, le baromètre RH des collectivités locales. Parce qu'une heure ne serait pas suffisante pour aborder tous les domaines explorés par ce baromètre, nous regarderons en particulier tout ce qui va concerner l'attractivité, le recrutement, la marque employeur, et on se posera la question des pistes à suivre pour les collectivités locales. Pour commenter ce webinaire aujourd'hui au format un petit peu différent, nous nous appuyons sur deux experts. Tout d'abord, Philippe Cortina. Bonjour Philippe, bienvenue. Bonjour. Vous êtes responsable du pôle public région Ouest et faites partie de la direction de l'innovation sociale et des affaires publiques de Randstad France, je ne me trompe pas. Tout à fait. Hélène Guillet, bonjour Hélène. Bonjour. Notre deuxième experte du jour, vous êtes directrice générale des services du Centre de gestion de Loire-Atlantique, présidente déléguée du SNDGCT, je ne me trompe pas, le syndicat national des directeurs généraux des collectivités territoriales. C'est bien ça? C'est cela, et absolument. Et puis, on va vous donner la parole très vite. Moi, je suis Stéphane Monsu. Vous avez l'habitude également que je vous accompagne. Je suis journaliste et j'ai le plaisir de présenter cette série pour éclairer les contenus que nous abordons ensemble. N'oubliez pas qu'à tout moment, vous pouvez vous aussi interagir, nous envoyer vos questions. Nous en sélectionnerons quelques-unes tout au long de cette heure que nous allons passer ensemble. Allez, deux questions déjà pour commencer, Hélène. Rapidement, quelle est la vocation d'un centre de gestion au sein d'une collectivité, puisque c'est là où vous opérez? Alors, les centres de gestion sont des émanations des collectivités, mais sont des établissements publics qui ont l'autonomie juridique et financière. Il y a 98 centres de gestion à l'échelle de la France, un par département, avec des regroupements dans certains endroits. Ce sont des établissements qui ont en charge des ressources humaines pour les collectivités territoriales et tous les établissements publics qui ont moins de 350 agents permanents, titulaires. Et en Loire-Atlantique plus particulièrement, donc on a un projet singulier sur lequel nous travaillons depuis plusieurs mois pour aller au-delà des socles classiques des CDG qui ont en charge notamment l'organisation des concours, des aspects de publication des offres d'emploi, etc. Et pour prendre en compte l'ensemble des enjeux RH exprimés par les collectivités et les établissements du département pour les 5 à 10 ans à venir. Voilà. Quel est le rôle justement d'un directeur, d'une directrice générale de service sur le plan de la carrière des agents territoriaux? Alors, sur le plan de la carrière, le rôle du DG ou de la DG, il est bien d'être à côté de l'autorité territoriale, hein, président ou maire, présidence ou maire, de traduire, d'impulser, de proposer tous les éléments de stratégie pour traduire le projet politique sur le territoire. Et puis, du coup, avec un rôle fondamental en termes de pilotage managérial, de pilotage, d'impulsion des projets, d'élaboration des politiques publiques dans les champs de compétences, hein, selon les collectivités et les établissements publics, d'animation de l'ensemble de l'organisation, de leadership, enfin voilà. D'accord. Écoutez, ça nous conforte dans l'idée de vous avoir à nos côtés aujourd'hui. Ça va nous permettre d'avoir un regard plus poussé sur les sujets que nous abordons. On a voulu, parce que tous ceux qui regardent aujourd'hui ne seront pas forcément des experts des collectivités locales, juste faire un petit focus au cours de cette première partie sur les collectivités locales, mode d'emploi, essayer de comprendre qu'est-ce qu'une collectivité locale ou territoriale. C'est d'abord une autorité publique distincte de l'État, hein, vous confirmez, dotée d'un exécutif, d'une assemblée délibérante qui est élue au suffrage universel. Une collectivité territoriale, c'est quoi? C'est une commune, un département, une région avec des prérogatives qu'on le voit qui sont affichées à l'écran, qui sont assez
assez différentes. Elles exercent librement, voilà, c'est noté, des prérogatives dans le cadre d'une démarche de décentralisation du pouvoir de décision de l'État. Certaines des compétences de l'État sont transférées à ces collectivités, une partie des moyens également. Les collectivités territoriales, au même titre que l'État ou les établissements publics, sont des personnes morales de droit public. On le rappelle, on saute sur le slide suivant justement pour voir les prérogatives dont on parlait. Les communes, par exemple, ça peut être la gestion des écoles élémentaires, l'urbanisme, le logement, l'environnement, les départements, la gestion des collèges, tiens, pour faire une différence, les régions, ce qui va avoir trait également à une partie du développement économique, la gestion des lycées. Bon, sans être trop exhaustif, on peut le lire, on voit qu'il y a des prérogatives qui dépendent des champs et des périmètres d'action de chaque collectivité. D'autres compétences sont également partagées entre différentes catégories de collectivités. Il ne faut pas oublier de parler aussi des EPCI. Est-ce que vous pouvez m'expliquer, nous expliquer, Hélène, rapidement ce que sont les EPCI? En 2 mots, ce sont les établissements publics de coopération intercommunale. Donc, on est bien sur le champ des regroupements de communes qui transfèrent compétences et ressources à un établissement public sur des sujets à très fort enjeu, qui peuvent être alors très forts enjeux et qui nécessitent soit des investissements très lourds, soit des politiques publiques à l'échelle de territoires plus larges que la géographie ou le périmètre géographique d'une commune. Voilà, le transport, la répurgation, le plan de mobilité, l'aménagement du territoire, pour quelques exemples assez classiques. Ce qui fait que depuis cette montée en puissance des EPCI, les communes n'ont absolument pas perdu leurs prérogatives, mais se sont recentrées sur d'autres types de politiques publiques, très en lien avec la question de la proximité, l'animation du territoire, le besoin des usagers au quotidien. Ça a permis de mutualiser certaines missions et de les renforcer. Ce qui est intéressant, c'est que quand on aborde déjà cette photographie des collectivités locales et territoriales, on comprend qu'il y a une diversité de métiers dans le domaine social, dans le domaine urbain, dans le domaine du service, dans le domaine voilà, de l'environnement. Et ça va rejoindre le point suivant sur, on a fait une petite photographie chiffrée du nombre de personnes qui sont concernées par l'emploi public. Alors, on a 5 millions de personnes, 5 millions 600 000 qui travaillent dans les 3 versants de la fonction publique, hein, c'est-à-dire la fonction publique d'État, la fonction publique hospitalière et la fonction territoriale. Parmi ces 5 millions 600 000, il y a 20% de l'emploi total. Excusez-moi, je me trompe, mais je veux dire, ces 5 600 000 représentent 20% de l'emploi total en France, de l'emploi salarié. C'est quand même considérable. Et on a 35% de l'emploi public qui se retrouve au niveau de la fonction publique territoriale. C'est à peu près presque 2 millions d'agents. L'évolution des effectifs de la fonction territoriale, ils sont quasi stables hein, entre 2018 et 2019, on le voit, c'est plus 0,9%. Ça va peut-être évoluer dans les années à venir. La moyenne d'âge, on voulait aussi faire une photographie pour bien comprendre les besoins et les problématiques du secteur. Elle est de 45 ans et demi. Et on a 61% de femmes dans la fonction publique territoriale contre 46% dans le secteur privé. Philippe, Hélène, qu'est-ce que vous inspire ces premiers chiffres? Écoutez, avec un emploi sur 5, hein, la fonction publique offre une excellente salle de jeu pour débuter ou poursuivre sa carrière professionnelle. Et plus spécifiquement sur la fonction publique territoriale, hein, la grande diversité de métiers proposés, plus de 250 métiers. C'est un terreau fertile d'opportunités pour y faire soit un aller-retour, soit un aller simple. Alors, avis aux candidats et aux candidates. Et en complément, c'est vrai qu'au-delà des chiffres, et je sais qu'il y a pas mal de territoriaux qui nous écoutent ce matin, qui nous regardent ce matin, évidemment, on a des chiffres
En fait, ce qui me paraît vraiment très important, c'est d'avoir à l'esprit que l'action publique, elle tient par la ressource humaine, mais ressources au sens noble du terme, et que derrière les chiffres, en fait, ce sont les femmes et les hommes qui font l'action publique du quotidien, à la différence d'autres secteurs où on va avoir une dimension d'industrie, d'engagement. Bien sûr, il y a des gens aussi, mais la diversité, la complexité aussi du secteur public justifie et l'organisation française explique cette importance de la fonction publique territoriale. Voilà. Et puis le dernier point, et les territoriaux le savent bien aussi, qui rajoute un élément de complexité, on le verra tout à l'heure, notamment sur des aspects que vous allez nous présenter, c'est qu'on a autant d'employeurs que de collectivités territoriales, à la différence de l'État où on a un employeur unique. Et donc, en matière d'emploi, justement, de recrutement, de nature de pilotage des ressources humaines, on a une spécificité, une singularité qui est vraiment très forte. On l'a déjà plus ou moins perçu avec le chiffre évoqué par Philippe Cortina. Il n'y a aucune entreprise du secteur privé qui regroupe autant de métiers qu'une collectivité locale ou territoriale, plus de 200 métiers. Ça demande une expertise de tous les instants, ce qui nous permet de nous plonger dans la deuxième partie, la présentation du baromètre RH des collectivités locales. C'est un outil qui est devenu un outil d'analyse reconnu, puisque c'est la 12e année consécutive qu'il est publié, ce baromètre. Je parle sous la gouverne de Philippe, bien entendu. Il est réalisé en partenariat avec la Gazette des communes, avec l'ADCF, l'Assemblée des communautés de France, la DGCF, l'Association des directeurs généraux des communautés de France, l'Association nationale des DRH des territoires, et puis Ville de France, l'association d'élus qui rassemble les villes de 10 000 à 100 000 habitants et leurs agglomérations. Ça représente 30 millions d'habitants. C'est une enquête qui pèse, et on a voulu aussi rappeler comment s'était tenue cette enquête. Elle a été réalisée auprès de 572 décideurs publics locaux durant le printemps 2021. Vous allez le voir sur le slide suivant. Et c'est un instantané unique, évidemment, chaque année, qui permet de faire des projections, de connaître les intentions des décideurs des collectivités locales en matière de ressources humaines. Alors, se dégagent au travers de cette enquête les priorités RH dans l'année à venir, l'évolution du climat social, bien entendu, les conditions de pérennisation du télétravail ont été abordées cette année, la mise en place des lignes directrices de gestion, et on va nous faire un focus sur l'évolution prévisionnelle des effectifs et les difficultés de recrutement. C'est ce qui nous concerne aujourd'hui, sinon on aurait dû faire une demi-journée de webinaire. Toujours est-il, un point important, c'est qu'on a eu, au travers de cette enquête, et c'est ce qui lui donne du crédit, une diversité et une territorialité très complète. L'ensemble des profils de collectivités apparaissent en termes de répondants dans cette enquête, Philippe. Oui, tout à fait. Bon, vous avez présenté, balayé rapidement tous les sujets. Un des nombreux points forts de cette enquête annuelle, c'est justement sa représentativité. Il y a 572 répondants qui sont répartis sur tout le territoire de façon assez harmonieuse. Toutes les strates sont représentées, que ce soit les petites, les moyennes, les grandes collectivités, ainsi que les typologies de collectivités, les mairies, les intercos, les départements, les régions. Et concernant les fonctions des répondants, tous les niveaux décisionnels RH ont été interrogés et ont répondu, à savoir les élus, 13% de répondants, les fonctions DGS et DGA directionnelles, donc 38% des répondants, et les services RH, les DGA RH, RH et DRH RH joint. Donc c'est bien une étude hétérogène et représentative des problématiques de la fonction publique territoriale, et de surcroît un bel outil pour se benchmarker.
Le focus va concerner aujourd'hui les difficultés de recrutement et d'attractivité que les collectivités territoriales veulent développer. On va le voir sur pareil, l'illustration suivante. Hélène, pourquoi le recrutement est un enjeu majeur aujourd'hui pour les collectivités territoriales? Alors, sans agents, pas de service public. Et donc, très concrètement, pas de service de restauration, pas de service périscolaire, plus d'enlèvement des déchets, plus d'instruction d'un certain nombre d'éléments, plus d'organisation culturelle, plus Donc, d'animation. là, vous soulignez vous soulignez la continuité du service à servir. Alors, il y a la question du enfin, ça, c'est le scénario noir, mais très concrètement, c'est ça, en fait. C'est les difficultés le recrutement est un enjeu majeur au regard de la production de l'action publique, d'une part, d'un certain nombre aussi d'exigences posées par les textes en matière légale et réglementaire, dans un certain nombre de mises en œuvre de politiques publiques, et puis également… Par exemple, la transition écologique. Par exemple, la transition écologique aujourd'hui qui bouleverse très régulièrement voilà, la façon d'opérer. Entre autres, bien sûr. La digitalisation, la modernisation des services, tout ça est un enjeu perpétuel. Il y a beaucoup plus de mouvements en plus aujourd'hui, j'imagine, au niveau des corps professionnels qu'auparavant. Tout à fait. Alors, vous évoquez ces sujets-là. En effet, c'est aussi un enjeu au regard des éléments à développer en matière, vous l'avez rappelé, de transition, certes énergétique, mais aussi générationnelle, sur l'ensemble des champs qui sont des compétences des collectivités locales. Et on a souvent à l'esprit les communes, les EPCI, mais on a aussi les départements, les régions qui interviennent sur des bassins très élargis et donc avec des problématiques aussi qui accompagnent ces modes de recrutement à partir des mobilités, de la façon dont la famille va suivre ou pas, trouver des emplois ou pas à côté. Donc cette dimension-là doit être un sujet de travail à l'échelle des collectivités. Ça nous amène à plonger dans la partie 3 de ce webinaire, le baromètre sur les difficultés de recrutement. Et une des premières questions qui était posée au cours de cette enquête sur cette partie, c'était la fréquence des difficultés de recrutement qui était abordée. Et la question posée était: votre collectivité rencontre-t-elle des difficultés pour recruter? On s'aperçoit que 32% des personnes répondantes disent souvent et 7% toujours. Ce qui voudrait dire que 4 collectivités locales peinent, sur 4 collectivités locales sur 10, peinent à recruter. C'est une évolution en plus qui est continuelle. Enfin, on est toujours à peu près, enfin, on augmente, on le voit, en 2020, on avait 28% des gens qui disaient que, enfin, des représentants qui disaient qu'ils avaient des difficultés à recruter. Aujourd'hui, on est à près de 40%. Comment vous expliquez ça, Hélène? Alors, je n'ai pas la prétention d'avoir tous les éléments en main, mais il y a un certain nombre d'hypothèses qu'on peut poser et qui sont liées à ce qu'on connaît dans la fonction publique territoriale sur ces dernières années. Le premier élément, c'est que, alors, il y a 4 sources qui rendent les choses plus difficiles dans le recrutement. Les transferts de compétences de l'État ont accru en fait les besoins des collectivités en matière de recrutement, soit en matière d'expertise, soit en termes de compétences, soit en termes de nombre d'agents. On a des demandes et des besoins qui sont accrus sur les territoires dans des domaines aussi qui sont très consommateurs de ressources humaines. L'animation, par exemple, socioculturelle, les accompagnements scolaires, le domaine social, solidarité. On a des complexités, on a des exigences aussi qui sont bien plus fortes de la part des différentes et des partenariats
qui augmente encore la nécessité d'expertise parfois plus pointue, de domaines un peu plus. Vous évoquiez tout à l'heure la question de la digitalisation. Voilà, ce sont des domaines qui sont en évolution forte, sur lesquels il nous faut des ressources particulières. Et puis justement, en lien avec ces aspects-là, vous l'avez évoqué aussi tout à l'heure, des évolutions sociétales autour des transitions. Par exemple, les personnes âgées nécessitent aussi des métiers en nombre, en qualité bien plus large, puisqu'on a un vieillissement de la population, les transitions écologiques, des phénomènes urbains tels que violence urbaine, tels que nécessité d'accroître un certain nombre de présences sur les territoires, sont aussi des hypothèses ou des raisons pour lesquelles à la fois les recrutements s'accroissent, les nécessités en besoin et en même temps deviennent de plus en plus parfois difficiles. Et puis, derrière ces aspects-là, alors vous avez évoqué aussi, on a la pyramide des âges de la fonction publique territoriale. Donc, le bassin, le vivier classique ne suffit plus, puisqu'il y a un renouvellement aussi qui est lié à la pyramide des âges. Donc, ça veut dire qu'il faut aller chercher des gens qui ne connaissent pas nécessairement la fonction publique. Et enfin, derrière les chiffres, on a pas mal de contrastes qui sont des contrastes en fonction des zones géographiques. Très clairement, les difficultés sont plus fortes dans certains secteurs qui sont voilà, avec moins de services, plus éloignés des centres urbains, avec des difficultés pour l'emploi du conjoint ou de la compagne ou l'inverse, de scolarisation des enfants, alors que dans des zones urbaines très dynamiques, on a moins de difficultés. Alors, on a d'autres natures de difficultés qui vont être en lien avec des formes de concurrence peut-être, mais enfin, on a une dynamique de l'emploi plus soutenue dans ces bassins économiques-là. Alors, il y a les difficultés à recruter, puis il y a les freins qui viennent se greffer à ces difficultés-là, hein, puisque ce n'est pas tout à fait la même chose. Et il y avait une question qui était posée également sur les freins au recrutement. Quels freins rencontrez-vous dans vos opérations de recrutement aujourd'hui? On va voir les résultats apparaître à l'écran. Effectivement, la première réponse, c'est le manque de candidatures pour certains postes. Alors, ça peut être lié effectivement à ce que vous évoquiez précédemment, en termes de complexité, de diversité d'emploi, de certains bassins aussi et d'éloignement par rapport à des lieux de vie. La rémunération qui apparaît sans surprise en deuxième position. Profil des candidats non adaptés aux offres d'emploi, 52%. Concurrence des collectivités plus attractives pour 39%. Le reste, on ne va pas faire l'effet catalogue et tout commenter, mais ces 4 premières réponses déjà nous donnent matière à commenter. Est-ce que justement, bon, vous l'avez évoqué, hein, les difficultés, le manque de candidature pour certains postes, vous le disiez en filigrane précédemment. Pour la rémunération, est-ce que c'est vraiment un frein fort aujourd'hui? Alors, oui, sur les freins. Ou est-ce que c'est une image que se font les candidats? Je pense qu'il y a les deux. Il y a quand même une réalité qui est incontestable. Si on regarde la rémunération, et puis je reviendrai sur un ou deux points précisément, sur la question de la rémunération, on a un gel du point d'indice depuis, j'en ai même oublié la date tellement c'est lointain. On a des contraintes fortes sur les rémunérations qui sont liées aussi aux capacités financières des collectivités locales. Et on a une concurrence sur certains métiers, notamment, on évoquait tout à l'heure les métiers de la digitalisation. Très clairement, quand on veut recruter aujourd'hui quelqu'un sur le système d'info et sur différents métiers qui sont en lien avec les aspects digitaux, d'abord, il y a très peu de candidats et ensuite, même si on a la chance d'avoir des candidats potentiellement intéressés, les collectivités aujourd'hui ne savent plus, pardon pour l'expression, mais s'aligner en matière de rémunération parce que la concurrence avec le secteur marchand, les startups et les secteurs privés est telle que les candidats choisissent à la sortie des écoles l'emploi qui leur convient mieux avec en matière de rémunération, de conditions, et nous, on ne sait pas suivre. Ça, c'est un premier élément.
Mais c'est aussi, je vous complète, c'est aussi un aspect pour des entreprises du privé qui ont des difficultés également à recruter sur ce métier de toute façon. Donc, ce n'est pas lié qu'au service public. Non, mais non, ça n'est pas lié qu'au service public, mais il y a. C'est encore plus client pour vous. Voilà, la différence, c'est qu'on ne peut pas grimper. Même si on le veut, on ne sait pas le faire. Et plus globalement sur les freins, donc je ne reviens pas, j'ai évoqué tout à l'heure la question des bassins de vie et des dimensions économiques de territoire, des contrastes géographiques et les capacités à attirer. Ça renvoie à deux enjeux très forts autour de l'attractivité de la fonction publique d'une manière générale, avec deux angles. L'attractivité de la fonction publique territoriale en tant que telle, et ce que les candidats ou les candidates cherchaient en termes de projet, de sens, de compréhension de ce qu'est la fonction publique, mais aussi des conditions de travail dont la rémunération n'est pas que. Et puis la question de l'attractivité des territoires. Et on voit bien que les collectivités qui sont sur certains territoires ont beaucoup, et là ça dépasse largement le seul bassin économique, ont beaucoup moins de mal à recruter. Par exemple, quand on est dans l'Ouest ou quand on est dans le Sud-Ouest, on a un peu moins de mal à recruter que quand on est dans le centre de la France. Bon, ça, ce sont des réalités. Ou dans le Nord, sur certains territoires. Ça veut dire que le cadre de vie général intervient dans le choix aussi de la collectivité. Je le suppose. Je ne suis pas dans la tête des candidats, mais on voit bien à travers les questions qui nous sont posées aussi. Et quand on échange entre professionnels et avec des élus aussi, quand on échange sur la manière dont se passent aujourd'hui des entretiens de recrutement ou des processus de recrutement par rapport à ce qui se produisait même encore il y a 3 ou 4 ans, on voit bien qu'on n'est quand même plus du tout sur les mêmes types de rapports et d'échanges. On a des candidats qui choisissent, qui posent des questions sur bien d'autres registres que qu'est-ce que vous attendez de moi et à quoi je m'engage. Un petit chiffre tout de même sur la rémunération avant d'interroger Philippe. La rémunération selon l'INSEE en 2019 pour un salarié du secteur privé, c'est en moyenne 2424 € net par mois. Et pour la fonction publique territoriale, c'est 1993 €. Donc, il y a quand même un gap important. Mais vous le disiez, on peut jouer sur d'autres leviers, Philippe, comme dans le privé. On sait que la seule rémunération ne suffit pas à faire un salarié heureux et à attirer un salarié. Tout à fait. Il y a plusieurs pistes, mais je vais revenir sur deux points en complément sur la rémunération. Alors, d'un point de vue général, et on l'évoquera tout à l'heure, il y a plein de bonnes raisons d'aller dans la fonction publique. Sur le salaire, on sait que la fonction publique territoriale est un peu moins bien placée que le secteur privé. Pour autant, il y a une étude qui a été publiée assez récemment qui comparait deux profils peu qualifiés et comparait les rémunérations 7 ans après leur entrée et dans le privé et dans le secteur public. Il apparaîtrait que vraisemblablement, les profils pas ou peu qualifiés qui seraient rentrés dans le secteur public il y a 7 ans sont aujourd'hui légèrement mieux rémunérés que dans le secteur privé. Donc, bien évidemment, ça ne gomme pas les écarts qu'il y a, mais c'était quand même un point qui me paraissait important. Un autre point qui me paraissait quand même assez important à évoquer, c'est quand même la première cause qui est évoquée. Elle n'est pas rassurante sur le fond. C'est avant de parler de quali, les répondants évoquent qu'il y a un problème qui fait défaut. Et là, concrètement, c'est plutôt pas rassurant. Et ça interpelle. Alors, les raisons sont plutôt multiples. Mais sur un marché qui est tendu, le premier facteur sur lequel il y a possibilité d'influencer, et à mon avis assez simplement, c'est la visibilité et l'attractivité de l'offre. Et ça, c'est deux éléments qui ne sont pas neutres. Après, sur les profils non adaptés, on ne l'évoquait pas. Alors, bien évidemment, on n'a pas le verbatim des répondants et on peut imaginer plein de choses. Mais
niveau d'exigence, on en reparlera peut-être tout à l'heure, est peut-être en décalage par rapport au profil qu'il y a sur le marché. Ça, c'est une piste. Et puis, il y a la génération d'aujourd'hui. La génération d'aujourd'hui, les candidatures en mode liking, c'est-à-dire que avant, on découpait nos offres, on faisait un courrier, on passait du temps à répondre. Aujourd'hui, c'est je suis On sur un… clique, on envoie. On clique et on envoie. Mais ce qui est intéressant, et on y reviendra tout à l'heure, c'est que, vous le dites, le manque de candidature pour certains postes, il peut être subi, mais il peut être aussi contourné ou travaillé ou diminué dans son impact. Ce frein-là peut être effectivement revu par un tas de dispositifs qu'on peut mettre en œuvre. On en reparlera tout à l'heure. Le slide suivant va nous donner une petite aussi vision de l'évolution des freins au recrutement depuis 2015, puisque dans ce baromètre RH qui existe depuis 12 ans, on le disait tout à l'heure, on a des questions récurrentes qui nous permettent d'avoir une lecture continuelle du secteur. On voit que ces freins sont plutôt à la hausse, à part justement les profils non adaptés aux offres. Preuve que peut-être il y a un effort sur la présentation, le contenu, et que du coup, on a des gens qui postulent vraiment pour ces postes-là. Mais on voit que malgré tout, on a une évolution assez freine. Moi, j'aimerais peut-être me pencher sur un point, sur la concurrence des collectivités plus attractives. Est-ce qu'aujourd'hui, voilà, qu'est-ce qui se passe? Sur quoi on peut jouer pour devenir plus attractif? Parce qu'on avait fait un constat tout à l'heure. Naturellement, certains bassins ou certains lieux de vie peuvent paraître plus agréables, mais sur quel levier peut-on jouer pour justement être plus concurrentiel? Moi, je pense qu'il faut surtout donner envie. Donc, vous avez évoqué la manière dont on fait la promotion d'un poste. Ça, c'est clairement un sujet. Ensuite, il y a la question du contenu du projet. Donc, c'est quelles promesses on fait, quelles promesses au sens large du terme. Voilà, qu'est-ce qu'on donne à voir de l'équipe qui est déjà en place, comment on donne envie de nous rejoindre. Et puis après, un certain nombre d'éléments, mais je crois que vous y reviendrez tout à l'heure sur l'attractivité globale avec un certain nombre de conditions autour de la qualité de vie au travail au sens large, de contenu, de sens donné, quoi. Effectivement. Autre question qui était posée, ça nous permet d'introduire la suite, c'est parmi les actions suivantes, comment rendez-vous votre collectivité attractive pour les candidats? L'effort sur la rémunération, évidemment, on en a parlé, ne serait-ce que par rapport à la concurrence vis-à-vis du privé, si on veut attirer certains talents. La mise en avant du projet du territoire, vous venez aussi de l'évoquer, c'est-à-dire comment on va transformer le territoire, comment on va s'emparer des sujets actuels, des obligations, voilà, comment on va impliquer aussi les équipes. Mise en place de mesures d'équilibre de temps de vie professionnel et personnel pour 25%, et puis diversification des ressources, méthodes et canaux de recrutement pour 22%. Voilà, encore une fois, on ne fait pas l'effet catalogue, restons sur ces premiers points. Peut-être en faisant un petit focus sur la diversification des sources, méthodes et canaux de recrutement. Philippe, c'est un peu le point qu'on évoquait précédemment. Ça, c'est une partie sur laquelle on peut agir pour améliorer son attractivité, ne serait-ce que dans sa présentation. Oui, tout à fait. On ne recrute plus en 2020 comme on recrutait en 2000. La clé du succès repose sur l'emploi et la visibilité sur une multitude de canaux. Alors, j'en citerai que deux avec une temporalité différente, une à moyen terme et une autre à court terme. Sur le moyen terme, et c'est un petit peu peut-être ce qui manque dans les process ou qui est peu utilisé dans les collectivités. Si aujourd'hui les talents sont pris, les talents de demain sont encore étudiants et en formation. Et ça, c'est quelque chose qu'on a bien compris chez Randstad dans notre boîte à outils de sourcing. Depuis de nombreuses années, les agences entretiennent des relations privilégiées avec les écoles, avec les centres de formation. On intervient
assez tôt dans leur cursus de formation pour leur présenter le monde du travail, les entreprises locales en devenir, les métiers porteurs et ceux sur lesquels on recrute et ceux sur lesquels on est en pénibilité, nous, de sourcing. On anime aussi des ateliers, notamment pour les aider à faire des lettres de motivation, leur demande de stage et comment on se présente à un entretien. Et surtout ce qu'on n'oublie pas, c'est surtout de parler de nous et des avantages qu'ils peuvent avoir à venir travailler chez nous. Donc ça, c'est… Si on parle des diversifications des sources, méthodes et canaux de recrutement, ça veut dire que demain, les collectivités locales, à l'instar de certaines entreprises privées, peuvent venir directement sur des forums, recruter, vendre leurs possibilités. C'est des pistes à envisager? C'est un incontournable. Sur des forums, ou directement dans des lieux événementiels pour les étudiants? C'est un incontournable? C'est un incontournable sur de l'événementiel, et ça, il y a énormément de salons organisés par la sphère. Mais aussi, c'est du présentiel dans les écoles, les organismes de formation. Je ne l'ai pas évoqué, mais on peut aussi citer la publication systématiquement des offres d'emploi de la collectivité dans ces organismes de formation et les écoles. Ça fait aussi partie des pistes. Et puis, il y en a une qui est pas oubliée, qui évoquait le moyen terme, parce que là, on est réellement sur des leviers de moyen terme. Il y a le levier sur le court terme. Si les talents d'aujourd'hui ne répondent pas aux annonces, c'est qu'ils sont pris et on peut les retrouver sur les réseaux sociaux. Et là, on a une formidable caisse de résonance. Et pour un RH, aller publier régulièrement et toutes ces offres sur les réseaux sociaux, c'est un incontournable des process de recrutement. Et là, encore une fois, derrière, il peut y avoir un repartage qui peut être fait par les membres de l'équipe de direction, par le futur manager du collaborateur recruté, mais aussi des collègues, de ses futurs collègues. Je sais que nous, chez Randstad, sur ces sujets-là, on utilise énormément les réseaux sociaux, et notamment LinkedIn, pour ne pas le citer, sur lequel on a, en tant que professionnel du recrutement, des outils et un accès à des outils qui nous permettent de faire un ciblage très précis sur les profils et diffuser des offres d'emploi directement aux personnes susceptibles d'être intéressées. On a même… Oui, allez-y. Je vous coupe, Philippe, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une situation assez paradoxale pour les mois à venir. On va enchaîner sur le visuel suivant, parce que on a 30% des collectivités qui projettent d'augmenter leurs effectifs. Les EPCI dont nous parlions tout à l'heure sont principalement concernés. 46% prévoient des augmentations parce qu'elles doivent répondre à de nombreux enjeux de transition et se saisir de nouvelles compétences. Il y a de gros besoins, Hélène, qui se profilent. Voilà, pourquoi ce retard? Est-ce que c'est des enjeux qui sont liés à l'évolution, à la formation, qui sont liés à des nouveaux métiers, justement? Oui, je ne crois pas qu'il s'agisse vraiment de retard, hein. Je pense qu'on est là vraiment au cœur de ce qu'on a déjà présenté. À la fois des transferts de compétences, donc avec des nouveaux besoins, notamment pour le PCI, parce que les transferts continuent à s'opérer, sans doute pas exactement de la même manière, mais continuent à s'opérer. À la fois la nécessité aussi, enfin les nouveaux métiers. On a évoqué le nombre de métiers dans la fonction publique territoriale tout à l'heure, mais on sait aussi oui, mais on sait aussi qu'une grosse partie de ces métiers-là, en tout cas dans leur périmètre actuel, aura disparu dans les 5 à 10 ans à venir. On a l'intelligence artificielle qui va venir complètement percuter un certain nombre de métiers existants, des modernisations obligatoires liées à la pyramide des âges aussi. Donc, ça veut dire se réorienter, se former différemment. Donc, on a les deux éléments. On a à la fois l'augmentation des effectifs et avec là, il faudra aller voir ce qu'il y a derrière plus précisément. Mais deux hypothèses. La première, soit la création de nouveaux services publics ou de nouvelles actions liées au mandat. Donc ça, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Les effectifs, c'est du service ou de l'action publique. Première hypothèse.
et où le fait qu'on avait aussi dans un certain nombre d'endroits une charge de travail qui est arrivée en augmentation très forte ces dernières années, avec beaucoup plus de pression, plus de complexité, et que donc les équipes telles que constituées sont en surcharge, ce que la crise sanitaire a aussi renforcé, hein, avec des formes d'épuisement, avec des formes de nécessité. C'est bien de le rappeler. La charge de travail, d'où l'idée aussi de venir augmenter les effectifs pour soulager. Donc il y a les deux hypothèses et puis je vous dis côté EPCI, les augmentations, ce sont des nouveaux enjeux autour des transitions, ce sont aussi des nouvelles compétences et puis ce sont de nouveaux métiers. Et donc ça peut être aussi un balayage à l'interne, hein. C'est des augmentations sans doute, mais c'est peut-être aussi des redéploiements internes en forme de compétences à faire évoluer par le biais de la formation, par des nouveaux projets, des nouveaux challenges professionnels avec des nouvelles sources de motivation et des forces renouvelées. On a une question, quand on regarde la fonction publique territoriale de l'extérieur et la fonction publique en général, on se demande est-ce que c'est en termes de recrutement plus contraignant de recruter dans la fonction publique territoriale? Ce sera le visuel suivant. Oui et non. Alors oui, parce que en effet, on a des règles de recrutement et des process qui sont imposés. Les centres de gestion sont au cœur d'un certain nombre d'ailleurs de contraintes, voilà, et sans rentrer dans le détail, et tout ça est parfaitement accessible, soit sous forme documentaire, soit les territoriaux le connaissent, des publications de vacances de poste, des créations obligatoires par les assemblées délibérantes, des suppressions, etc. Donc on est contraint par ces dimensions-là. Et puis on a aussi la manière dont on entre dans la fonction publique qui peut être plus contraignante. Mais moi, j'insiste aussi sur le fait qu'on peut aussi, lorsqu'on a vraiment une politique RH avec des formes d'anticipation, et ça n'est pas donné qu'aux grandes structures, même les petites peuvent s'organiser en tant que telles. La souplesse, elle est possible. Ça suppose davantage, en effet, d'anticipation, d'organisation, mais on a les mêmes process que de recrutement potentiellement. Et je rappelle aussi que dans la fonction publique territoriale, à la différence de la fonction publique d'État, eh bien, on postule, on candidate, donc on envoie un CV, une lettre de motivation, on passe en entretien et on n'est pas… Alors maintenant, même si dans l'État, les choses sont en train aussi d'évoluer de ce point de vue-là, mais on n'est pas sur des mutations, voilà, passer d'un poste à l'autre parce qu'il se libère. Hein. C'est un petit rappel important de repréciser en termes voilà, de recrutement. Comment on fait pour entrer dans la fonction publique? Quelles sont les voies en 2 mots? Alors, en 2 mots, le concours, qui est quand même la voie classique privilégiée, des recrutements directs pour certaines catégories de postes, notamment sur les catégories dites C, et puis des choses qui existaient avant, mais que la loi de transformation publique de 2019 a largement amplifié sur des contrats de projet, des directions, et des aspects aussi contractuels beaucoup plus élargis. On se penche sur les solutions qui sont offertes demain aux collectivités locales en termes de recrutement. On avait envie, avec Philippe, en préparant ce webinaire, de préciser quels étaient aussi les atouts des collectivités, parce qu'il y a souvent peut-être eu de la fonction publique bashing qui a été fait ces dernières années. On regarde mal en fait les possibilités qui sont offertes, ne serait-ce que dans le cadre de vie. Le sens du service public, c'est important, c'est quelque chose qui peut être source de motivation. L'intérêt général, la contribution au bien commun, ça c'est un atout. Il y a des gens qui le recherchent. En plus, avec la crise du Covid, on a beaucoup de salariés qui se sont posés la question justement de l'intérêt de leur mission. Ça, c'est un des atouts des collectivités locales. Il y a des projets qui ont du sens autour de la transition écologique, de la mobilité. La proximité et la réalité des actions menées, c'est aussi un point fort qui peut marquer, c'est-à-dire, tiens, je vais agir pour mon environnement proche, pour les gens que je connais, en étant au sein d'une collectivité locale ou territoriale, ce qu'on appelle les utilités sociales. Et puis, un point qui n'est pas négligeable par les temps qui courent, c'est que
au-delà de la stabilité de l'emploi, il y a la possibilité de faire carrière. On le voit, on l'a précisé tout à l'heure, avec cette pyramide des âges vieillissantes. On reviendra sur les chiffres juste après. Un point aussi qu'on voulait souligner pour ceux qui se poseraient la question de rejoindre une collectivité locale ou territoriale, c'est une enquête qui a été faite par la MNT et la Gazette des communes, le baromètre du bien-être au travail dans les collectivités locales, c'est le dernier, qui disait que 83% des agents sont fiers d'exercer leur métier et 81% sont satisfaits de travailler dans la fonction publique territoriale. C'est un point important, ça, Hélène et Philippe. Je crois que vous avez pratiquement tout dit. La nouvelle génération Z comme zapping, le poste Navi n'est plus ingrat. Je crois qu'aujourd'hui, globalement, on ne va plus dans la fonction publique ou pas les mauvais ou pas le bon candidat parce qu'on a un emploi à vie. Je pense que le sens reste une valeur sûre sur laquelle les collectivités doivent capitaliser. Elles le font bien. Et surtout jouer, comme on l'a évoqué précédemment, sur les possibilités d'évolution. Hein. On le répète encore une fois, et je le répète, il n'y a pas une entreprise ou une organisation au sein en France qui propose autant de diversité d'emplois et qui propose de surcroît autant de possibilités de pistes de carrière. Hélène, de pistes de carrière. Voilà, donc c'est important. Hélène, sur le bien-être, sur cette fierté et ce. Oui, alors évidemment, moi je dis waouh sur les chiffres et puis en même temps je dis oh là là, quelle responsabilité managériale aussi de maintenir ces taux-là et dans le contexte global qu'on connaît. Bien sûr, ça risque d'évoluer un tout petit peu. Voilà, où on a sur d'autres études, on montre à quel point les agents publics sont épuisés et donc ça nécessite de vraiment s'appuyer sur ces 4 aspects-là, hein, la contribution, le sens, l'utilité sociale, pour vraiment soutenir cette motivation et soutenir cette fierté, bien sûr. Très vite, on va voir justement que sur la possibilité de faire carrière avec les chiffres qui arrivent, il y a quand même des possibilités pour notamment les jeunes générations, les indicateurs démographiques de la fonction publique et du secteur privé fin 2019. Le disent l'âge moyen, donc on l'a dit tout à l'heure, dans la fonction publique territoriale, c'est 45 ans et demi, c'est 41 ans dans le privé. La part des moins de 30 ans, c'est 10% dans la fonction publique territoriale, c'est 20% dans le privé. Ça veut dire qu'il y a un gap énorme si on veut faire carrière, si on veut évoluer, si on veut avoir des responsabilités en s'engouffrant dans ce type de métier, non? C'est la question de l'attractivité. Et on va pas revenir dessus, ça a été dit à plusieurs reprises. Mais c'est un des points essentiels. C'est un point fondamental. C'est comment on fait venir les jeunes et les chiffres montrent bien aussi quelle est la structure de la pyramide des âges avec ce que ça représente comme risque si on ne rééquilibre pas ces deux statistiques. Voilà. Les atouts des collectivités locales, c'est aussi leur façon de se présenter. On avait envie de revenir avec Philippe sur un petit point. On va le voir juste après. On le sait souvent, la façon de se présenter n'est pas toujours optimale. On parle de l'attractivité depuis tout à l'heure, on décortique un peu chaque aspect, mais c'est vrai que des fois, parfois, excusez-moi, pour parler correctement, la présentation de certaines offres que l'on peut trouver n'est pas toujours adéquate, Philippe. Oui, alors bien souvent, pour ne pas stéréotyper le propos, tout à fait d'accord, les offres sur la fonction publique territoriale se résument souvent une longue liste à l'après-verbe, verbe d'action, quelquefois à la limite de l'infantilisation pour des professionnels, dans lequel on va évoquer toutes les tâches et de façon très détaillée sur lesquelles il ou elle pourra intervenir. On a plus le sentiment d'un facsimilé d'une fiche de poste détaillée plutôt qu'une offre qui a été personnalisée en fonction réellement du besoin de la collectivité. Il y a une litanie de tâches, de fonctions, il n'y a pas forcément de projet qui transparaît, c'est ça, et d'aventures collectives qui donnent envie de s'engouffrer dans l'annonce. Oui, tout à fait. Alors, à cette liste plus qu'exhaustive, les responsabilités et les devoirs qui ne sont pas moins détaillés, mais on n'a rien ou pas grand-chose sur la valeur humaine du ou de la candidate, pas grand-chose non plus sur l'équipe qu'il est censé rejoindre.
Bref, globalement, c'est des offres d'emploi qui ne sont pas ou peu attractives, impersonnelles, sur un marché où le profil et les compétences sont une denrée rare. Alors, derrière ça, il y a sûrement beaucoup de bienveillance de la part des collectivités d'informer au maximum les candidats. De ne pas tromper sur les tâches à venir. Et il y a aussi une forme aussi d'autoprotection, de ne pas survendre, c'est ça? On se protège, on prend des précautions dans le recrutement, c'est peut-être un petit peu trop, non, Hélène? Ouais, c'est une approche, à mon avis, très gestionnaire et très technicienne. Il n'y a aucune obligation à présenter les offres en ce sens. Or, on n'en est plus là. Ça ne veut pas dire que les collectivités ne savent pas faire autre chose. Mais en tout cas, elles sont majoritairement pas encore complètement dans cette notion de vendre et de faire la promotion de leur projet et de cette aventure collective à conduire. Voilà. On prend beaucoup de plaisir à discuter, mais on prend aussi du retard, malheureusement. Alors, on va aller sur les points suivants, et notamment le pouvoir de la marque employeur. On en parlait. On parle de l'attractivité depuis tout à l'heure. L'attractivité, on le sait notamment dans le privé, elle se joue au travers de cet élément, la marque employeur. Philippe, est-ce que vous pouvez nous rappeler, est-ce que ça recouvre la marque employeur? Il y a 3 volets, hein. Alors, ce qu'il faut retenir, effectivement, la marque employeur, ça recouvre 3 volets, hein. Il y a l'identité de l'entreprise, hein, ce sont les éléments constitutifs de l'entreprise, son activité, les valeurs, sa culture, les métiers, sa politique RH et sociale. Et ça, ces éléments, ils doivent transpirer dans les offres d'emploi. Il y a en deux l'image interne, hein, l'image que les employés actuels et anciens de l'entreprise ont de la collectivité. Est-ce que je suis fier, moi, de travailler dans mon entreprise? Est-ce que je la recommanderais à un ami? Et ça fait écho à ce que je disais tout à l'heure sur je republie les offres d'emploi que ma RH a pu publier sur le site. Si je suis fier de ma collectivité, bien évidemment, je vais le mettre en avant. Et puis, troisième volet, qui est la réputation interne, qui est la représentation que se font le grand public et les consommateurs et les partenaires de l'entreprise ou de la collectivité. Justement, on va rappeler très vite le rôle de la marque employeur avec voilà, le visuel suivant. C'est 2 objectifs essentiels, la marque employeur. C'est augmenter la qualité et la quantité de candidatures sur la dimension recrutement. Ça fait écho à tout ce qu'on a vu juste avant. C'est un levier stratégique, hein, de communication employeur. Et puis, c'est aussi accroître le bien-être de ses salariés pour les fidéliser et favoriser leur engagement. C'est un outil de gouvernance globale des ressources humaines. On ne va pas rentrer dans le détail, mais c'est vrai qu'une marque employeur, elle doit être différenciante. Une marque employeur, c'est comment on se présente. On l'a dit en interne, en externe, vous l'avez précisé, Philippe. Ça doit être différenciant, ça doit être adaptable en fonction des corps de métier, attractif, crédible. La marque employeur, elle doit être aussi pérenne. On ne doit pas survendre un projet que l'on annonce aux candidats ou à ses salariés. Sinon, on est déceptif. Elle doit être donc réelle et partagée, c'est-à-dire qu'elle doit être éprouvée par les salariés. On avait une question qui avait été également posée dans le baromètre RH. Quels sont les éléments constitutifs de votre marque employeur? Et comme réponse, on avait des points qui étaient une démarche volontaire de prévention des risques et d'amélioration de la qualité de vie au travail. On va le voir peut-être sur le slide suivant. Voilà. Une communication interne et externe de mise en valeur des métiers agents de la collectivité. Ça fait écho à ce que l'on vient de dire également. Un accord de télétravail signé. C'est quelque chose qui visiblement peut servir la communication et l'attrait, et des méthodes de management participatif. Ça, c'est très important dans le cadre d'un projet collectif, commun, qui a du sens. Vous confirmez en 2 mots, Hélène? Oui, et ça fait écho à la notion de contenu, c'est-à-dire la marque employeur, c'est pas juste le vernis pour faire bien sur l'offre d'emploi. Et puis, ça fait référence aussi à une vraie politique des ressources humaines dans sa dimension stratégique, et donc qui s'appuie réellement sur les forces vives infra, donc les gens en tant que tels. C'est les faire venir, les garder
et les rendre fiers de ce qu'ils font. C'est ça, en fait, hein, la question de la marque employeur. Mais c'est aussi expliquer l'aventure collective que l'on peut aussi être en train d'actionner et expliquer à chacun qu'il aura ce rôle à jouer dans cette aventure collective au travers de son propre métier. On l'a vu, hein, malgré les freins, malgré les contraintes, malgré les idées reçues, il y a quand même des axes de performance en termes de recrutement à creuser aujourd'hui, Hélène et Philippe. Dans cette optique-là, on peut aussi, pourquoi pas, faire appel à quelqu'un quand on a 200 métiers, plus de 200 métiers à gérer, la possibilité de contacter un partenaire carrière pour avoir un accompagnement spécifique, ça peut être aussi quelque chose d'intéressant. C'est notre dernière partie. On va la parcourir assez vite. Une question a été posée sur les 24 derniers mois. Avez-vous eu recours à un cabinet de recrutement? On s'aperçoit que l'appel à une aide extérieure, elle est intéressante, mais elle n'est pas systématique. Globalement, elle n'a touché que 21% des collectivités interrogées. Pourquoi aussi peu de demandes extérieures? C'est lié au budget, c'est lié à un manque de comment ça s'appelle, c'est quelque chose qui n'est pas encore dans les mœurs? Je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Oui, il y a la question budgétaire, mais il y a aussi beaucoup de représentations et de croyances autour de cette question budgétaire, parce qu'on n'est pas obligé non plus de tout déléguer en matière de recrutement. Il y a la question des habitudes, de ce qu'on pense être en capacité de faire pour recruter. Or, recruter, c'est quand même des process très précis. Ce sont des méthodes, ce sont aussi des compétences et tout le monde n'est pas en capacité d'organiser ces recrutements. Mais ça fait partie de ces domaines où on s'autorise à se dire qu'on est sans doute des experts en recrutement parce qu'on a procédé déjà à plusieurs recrutements autour de soi. Or, c'est pas forcément vrai. Et puis, il y a la culture territoriale hein, qui fait que pendant très longtemps, on n'avait pas non plus les problématiques qu'on a évoquées autour de ces difficultés de recrutement, de cette reconnaissance et de l'attractivité de la fonction publique. Donc, sans doute que ces questions-là ne se sont pas posées de manière aussi cruciale. Voilà. Philippe, on va voir avec justement le visuel qui arrive, qui a quand même des intérêts à se tourner par exemple vers vous, un partenaire carrière. Pourquoi? Parce qu'il y a effectivement en termes de sourcing, tant dans la qualité que la qualification du sourcing et la communication, vous le disiez tout à l'heure, sur les réseaux sociaux, LinkedIn, sur comment aller pénétrer certaines populations, on parlait des étudiants, vous avez une expertise. Tout à fait. Alors déjà, la première des choses, c'est qu'on a une obligation de résultat. Quand on nous sollicite, on est objectivé sur le résultat et derrière, l'objectif, c'est bien de trouver la bonne compétence à la collectivité. Alors, tout repose derrière sur le sourcing efficience que vous évoquiez, mais aussi derrière sur une équipe de consultants qui sont experts par métier, une bonne maîtrise des rouages et du fonctionnement de la territoriale. Sont des atouts qui nous permettent d'être au succès sur les sollicitations qu'on peut avoir. Et derrière, je complète votre prise de parole. Tout à l'heure, on avait 2 offres sur des électriciens, par exemple. Il y avait une offre sur un électricien, notamment par une collectivité locale. Vous, avec votre connaissance d'un bassin, l'expertise, si jamais on fait appel à vous, vous pouvez effectivement tout de suite trouver des candidats qui correspondent aux attentes? Oui, assez rapidement, en fonction de ce que l'on vient d'évoquer là, du process qu'on va mettre en place, qu'on va activer de façon simultanée sur divers canaux de notre CVTech, parce qu'on fonctionne aussi avec une CVTech et puis tous les réseaux de partenaires qu'on évoquait tout à l'heure, nos partenariats. On va tout mettre en œuvre pour satisfaire la demande de la collectivité. Et puis, comme le disait Hélène, hein, ça peut être sur toute ou partie de la prestation, parce que bien évidemment, ce n'est pas sa globalité, ça peut être une offre à tiroir, être que sur l'aspect sourcing, par exemple, et ou l'évaluation.
Alors, c'était valable pour des CDD ou des CDI, mais c'est aussi valable, et là, c'est le slide qui vient d'apparaître à l'écran, aussi pour des besoins plus impératifs en termes de timing qui nécessitent de la réactivité. Il y a aussi une offre Randstad, partenaire carrière, sur l'intérim, et ça peut être une solution complémentaire aussi. D'avoir la bonne compétence au bon moment, on a un besoin. Est-ce que vous avez des exemples, par exemple, de missions que vous auriez pu remplir, des demandes concrètes? Pour faire rapide, le champ en 2020, il était très très large, hein, parce qu'on a accompagné les collectivités sur plus de 90 métiers, de la demande à 9 h pour un aide cuisinier au plus tôt délégué à 11 h 30 dans la cantine de nos chères têtes blondes, au comptable. Sinon, il ne mange pas. Comment? Sinon, il ne mange pas, donc c'est important. Tout à fait. Au comptable public, hein, pour des surcroîts d'activité, en passant par la conductrice ripeuse pour un remplacement de congé maternité, jusqu'à l'agent de nettoyage dans des protocoles sanitaires. Donc, le panel, il est très très large, et il s'étend aussi sur la filière médico-sociale avec une de nos marques et enseigne appel médical. Ce baromètre RH des collectivités locales, on l'a parcouru sur cette partie attractivité et recrutement, sur ces problématiques-là. Voilà, on l'a vu, c'est très complexe. On a parlé d'attractivité, on a parlé de freins, on a parlé de solutions, de pistes sur lesquelles on pouvait activer des leviers. Si jamais vous avez aujourd'hui une solution particulière, n'hésitez pas à vous tourner pourquoi pas vers Philippe, peut-être pas directement, mais vers votre partenaire carrière le plus proche. Il suffit en fonction voilà, de la spécificité des besoins, de vous tourner vers l'agence la plus proche de votre lieu de vie. On est resté dans cette photographie-là parce que c'est un sujet évidemment complexe dans lequel il n'y a pas une solution, mais des dizaines de solutions à proposer. Hélène l'évoquait. Merci d'ailleurs pour vos précisions sur tous les sujets que nous avons balayés aujourd'hui, Hélène. Je rappelle que vous êtes directrice générale des services du Centre de gestion de Loire-Atlantique. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et je rappelle que le centre de gestion est aussi une ressource en matière de recrutement, non pas en termes de sourcing, mais en matière d'accompagnement des collectivités sur le champ des recrutements. Exactement, comme vous le précisiez tout à l'heure. Et en complément, Philippe, merci aussi. Vous êtes, vous, dans la direction de l'innovation sociale et des affaires publiques de Randstad France. Merci pour ces précisions. Je vous entends toujours. En tout cas, on va arrêter ces échanges et merci de nous avoir suivis. On se retrouve très vite, peut-être en 2022, pour un nouveau webinaire et on parlera toujours d'emploi. En tout cas, bonne fin de journée à vous et vous pourrez trouver le compte-rendu et ce webinaire sur les serveurs Internet de Randstad très prochainement. À bientôt. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.